Bon, t'as vu Azad, cette année la conférence Est quand même c'est pas terrible hein, c'est pas terrible, c'est pas la folie hein. Ouais, au final, il y a quand même quelques équipes qui sont intéressantes. Ah bon? Du genre qui? Ah, je sais pas, j'ai vu une vidéo sur Détroit au début de semaine. J'en ai vu une autre Ouais. sur les Hawks au milieu de semaine. Sur la même Et j'ai chaîne? regardé pas mal de matchs des Raptors, c'est pas mal, hein. Ouais. Les Raptors en plus je crois que c'est le meilleur net rating à l'Est. Meilleur night rating à l'Est. Waouh, ça doit être quoi, le 15e à l'Ouest? Ouais, en tout cas faudrait qu'on en parle, faudrait qu'on en discute, non? Avec plaisir. Que se passe-t-il à Toronto? Mais que se passe-t-il au Canada? Et c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Mais avant toute chose, je dois demander à Azad comment ça va. Bah écoute, ça va, hein. On est bientôt arrivé à la fin du mois, il va falloir s'actualiser sur Pôle emploi, mais nous on est là aujourd'hui pour parler de basket, donc c'est que des bonnes nouvelles. On va parler des Canadiens et écoute, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un peu l'équipe un peu fans favorite de ce début de saison de NBA? Bah, moi je pense, et c'est une équipe qui est surprenante parce que moi je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. En défense peut-être, mais pas en attaque. Et j'avais vraiment peur en réalité quand j'avais vu la construction de l'effectif. Et j'adore me tromper, j'adore être surpris. Et ces Raptors font un peu des deux. Donc très chouette à découvrir. Et puis c'est vraiment, vu que j'avais aucune un peu idée de comment ça pourrait fonctionner et comment ça pourrait performer, voir un peu ce qui se passe sur le terrain, bah, je trouve ça vraiment chouette. Donc félicitations à eux, puis regardons un petit peu en vidéo comment ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Du coup, le format, ça va être un peu comme la dernière fois, vidéo et parler. Donc, on salue les gens en podcast. On va essayer de le publier en podcast aussi cette fois-ci. Et on va un peu s'échanger la balle. Donc, pour commencer, je vais te montrer un peu les petits trucs que je me suis notés. Si ça te va. Et Ça me on va. va, on va jouer à un petit jeu. C'est que se passe-t-il sur tous ces clips Azad que tu vois à l'écran? Donc, en fait, pourquoi je commence par ça? Tu me dis quand t'as trouvé, hein. En attendant, je laisse les clips passer. Mais ce qui se Mhm. passe, c'est qu'on a pas mal de possessions qui ont un point en commun. Est-ce que tu as trouvé lequel? Bah, là déjà ça fait deux possessions où ils envoient énormément de joueurs sur les porteurs de balles et pour gêner le drive le plus possible, quitte à laisser un petit peu le 3 points ouvert et il y a une surprotection finalement de la raquette et aussi une suragressivité sur les porteurs de balles. Et il y a aussi une surréussite sur les tirs à 3 points. C'est un peu pour ça que je mets ces clips et par là que je voulais commencer. C'est que les Raptors, je suis allé voir ce matin, ils sont la deuxième équipe tout simplement de NBA sur les tirs à 3 points open de NBA, c'est-à-dire les tirs à 3 points adverses. Bah, tout simplement, il y a moins de 30% de réussite. Donc, Mm. comme tu l'as dit, il y a un côté structurel qu'on va pouvoir détailler sans doute, mais il y a aussi un côté réussite. C'est-à-dire Oui. qu'on voit là à l'écran, pour ceux qui sont en podcast, bah, tout simplement des drives qui sont bouchés. Là, c'est face aux Cavs. On ressort sur Evan Mobley, extra passe à Sam Merrill. Sam Merrill qui est ouvert, shooter à plus de Mm. 40%. Ça rentre pas. Et il y a un peu de réussite tout simplement. Mais bah, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du Oui. jeu. Et les Raptors sont quand même une très très bonne défense. Et je voulais un peu en parler. Je voulais un peu en parler à travers notamment un match qui m'a un peu marqué. C'est le match face aux Sixers. Alors si tu me permets, je vais, Je te permets. je vais faire un peu un monologue là-dessus parce que j'ai trouvé les principes défensifs assez cool et j'ai trouvé deux hommes assez impressionnants. C'était Emmanuel Quickley qu'on voit ici et Scotty Barnes qu'on voit ici. Et en fait, les schémas des Raptors, c'est énormément de switch parce que Poeltl est un intérieur assez mobile et Quickley est un défenseur plus polyvalent qu'on pense, notamment parce que il a des très très longs bras. Et il est un peu plus costaud aussi que ce qu'on pense, donc ça lui permet de switcher. Et on va voir qu'en fait les Raptors, bah là, tu vois, ils switch. Et de switch, on a le switch under, donc on protège bien le roll ici pour pas qu'il y ait le roll ouvert avec Quickly. Et ce qui est intéressant, c'est que face à Tyrese Maxey, ils ont été ultra agressifs. Et de suite, on vient à deux. Et on a Scotty Barnes qui vient jouer le low man sur André Drummond. Et en fait, bah,
ça pose aucun problème parce que Scottie Barnes, c'est un très très bon protecteur de panier secondaire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que si on se la remet juste un petit peu tout doucement, et ben on voit que là, c'est Jacob Poeltl qui monte. Ensuite, on vient late double sur Tyrese Maxey. Et ensuite, on va essayer de garder Quickley face à Maxey. Et finalement, on a un peel switch avec Brandon Ingram qui garde les deux. Et Jacob Poeltl, il va pas revenir sur Drummond, mais il va revenir carrément à l'opposé. Et quitte à laisser le 3 points ouvert qu'ici, on ne trouve pas du côté des Sixers. Mais finalement, on a vraiment cette défense qui switch et qui est ultra agressive sur le porteur de balle, qui est super intéressante et qui mène à pas mal de transitions, même si ici, c'est pas fini. Et le plan face à Tyrese Maxey, que je vais un peu détailler, c'est qu'on a fait du top lock. Donc, c'est-à-dire que, en fait, Quickley, il va se placer entre Tyrese Maxey et le ballon pour le forcer à ne pas recevoir la balle. Là, vous le voyez bien. En fait, quitte à laisser un cut, mais c'est pas grave parce que, comme dit, on a notre raquette qui est surchargée. Vous voyez, Scottie Barnes, déjà, il est plein centre de la raquette et on empêche Tyrese Maxey d'avoir une sortie d'écran potentielle. Ensuite, du coup, contre move, les Sixers utilisent en poseur d'écran et là, on peut switcher parce qu'on a les profils pour et finalement, ça pose pas de problème. Et finalement, ensuite, on retrouve Tyrese Maxey, on re-switch sur l'écran. Et là, on voit qu'on a déjà eu 3 profils sur le ballon. Et encore une fois, on retrouve ce blitz sur Tyrese Maxey. Et de suite, on a Quickley qui a tout vu off-ball, qui vient parfaitement tag le rollman. Vous le voyez, hop, ici. Et encore une fois, on retrouve ce peel switch après le blitz avec Scottie Barnes qui repart corner opposé. Et on stoppe la possession et on crée une perte de balles parce que finalement l'attaque ne mène rien, même si on utilise Tyrese Maxey on-ball, off-ball, un peu tous comme on veut. Encore une fois ici, on switch parfaitement ici à l'intérieur et on switch Scottie Barnes sur Tyrese Maxey et de suite Scottie Barnes, il se met en top lock pour empêcher l'accès au ballon, etc., etc. On arrive sur le pick and roll, on switch de nouveau. Brandon Ingram se retrouve sur Tyrese Maxey et encore une fois on a cette double team qui va venir ici avec Scottie Barnes. Vous allez voir, il va se placer un peu dans l'intervalle pour boucher un potentiel drive et là encore une fois la bonne communication entre Quickley et Scottie Barnes. Scottie Barnes dit à Quickley de reprendre côté opposé et finalement c'est super bien fait et on a les deux, je crois que j'ai un autre dernier clip juste ici, mais les deux qui sont extrêmement vocaux aussi, on les voit extrêmement communiquer. Là encore une fois le stunt ultra agressif de Brandon Ingram et du coup on a vraiment ces schémas très très collectifs, beaucoup de switch parce que tu as les profils pour le faire et là encore une fois Quickley qui est dans la navigation d'écran, voilà c'est ça le clip que je voulais mettre, mais regardez Quickley ici, hop dans la navigation d'écran, il reste bien attaché, ensuite il y a un autre écran, Scottie Barnes le voit de suite, il communique, hop, et Quickley il repasse à l'intérieur et il empêche l'écran d'être glissé pour une coupe au panier et donc finalement on est grand et ensuite quand ça coupe au panier, encore une fois kick out switch avec Mamou qui prend le plus grand et on renvoie Quickley vers l'extérieur pour que notre protection de cercle soit assurée par les grands. Donc voilà, en gros, on a des schémas très dynamiques avec beaucoup de switch, beaucoup d'agressivité sur les lignes de passe, on protège le cercle et c'est juste très très bien fait quoi. Ouais, et je pense que le bon point que tu as soulevé, c'est aussi qu'ils peuvent le faire parce ils ont les gabarits pour le faire aussi. Et c'est là où je pense que ça fonctionne très bien, au-delà du fait qu'ils aient une bonne réussite, c'est qu'ils ont ces intérieurs qui sont assez mobiles. Et ils ont aussi des extérieurs qui ont le physique d'un intérieur. Par exemple, avec Scottie Barnes, la longueur d'Emmanuel Quickley ou de Brandon Ingram. Et du coup, finalement, ça te donne quand même des défenses très capables. Et moi, j'ai deux, trois. Je sais pas si j'ai beaucoup de clips, mais je crois que je vais en avoir au moins deux. Peut-être peut-être un peu plus sur Jacoby Walter que je montrerai aussi, qui finalement est aussi intéressant un petit peu dans ce profil de défenseur. Donc franchement, il y a de bonnes choses en tout cas. Donc c'est vrai que le profil défensif m'inquiétait pas trop et je trouve que la plus grande surprise finalement, elle vient plutôt de leur attaque. La défense, finalement, un petit peu quand tu vois l'effectif qu'ils ont, c'est un petit peu la défense à laquelle on pouvait s'attendre. Est-ce que je m'attendais à que ça fonctionne aussi bien au niveau de la communication, de la protection de cercle et de la capacité à switcher? C'était pas sûr. Mais par contre, sur leur capacité à avoir l'effectif qui correspond un petit peu à cette idée, je trouve que c'est top. Donc, au moins là-dessus, ils sont bons. Et en plus, la création de transition, quand on a une équipe qui potentiellement va manquer un peu de spacing, en réalité, leur défense finalement est un peu
le premier déclencheur de leur attaque, donc c'est aussi une très bonne chose de fonctionner ainsi. Mais du coup, offensivement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un petit peu marqué dans cette équipe des Raptors? Ouais, pas mal de choses. Mais du coup, oui, c'est important de dire un peu, on en parlait un peu dans le dernier podcast, mais on peut le répéter, c'est que les Raptors, c'est du coup une des équipes qui crée le plus de transitions. Je crois qu'ils sont Mhm. premiers en termes de fréquence de transition jouée. Et pourtant, c'est une pace qui est assez lente. Et pourquoi c'est une pace qui est assez lente? Tout simplement, alors là, je retrouve plus mes clips de transition, évidemment. Mais pourquoi c'est une pace assez lente? Parce que quand ils arrivent sur attaque placée, ils sont assez en fait, précis, chirurgicaux, j'ai envie de dire, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de mouvements, etc. Mais quand même, ce qui est important, c'est Quickly qui est un vrai moteur de transition. Je crois que Mm. sur les live rebounds transition, et ben en fait, il a un on-off de plus 10, c'est plus 10%, c'est-à-dire que les rebonds défensifs sont convertis en transition 10% plus avec lui que sans lui. Mm. Et en fait, c'est parce qu'il est rapide, mais en fait, c'est aussi parce qu'il est extrêmement recherché par ses coéquipiers sur la passe dès qu'il y a un rebond. Là, on le voit assez clairement, mais il y a un tir manqué, le rebond, et de suite, on donne la balle à qui? Jacob Poeltl, il la donne pas à RJ Barrett, il se tourne pour chercher Quickly, et Quickly, hop, en quarterback, il envoie à Scottie Barnes, et on peut jouer de la transition. Donc je pense que ça, c'est le premier truc, c'est un peu un patch qu'ils ont mis sur leur attaque pour aller chercher de l'efficacité aussi sur de l'attaque, comment dire, pas placée, j'ai envie de dire. Et moi, le premier truc qui m'a marqué, c'est, je trouve, la meilleure source de leur attaque, un peu classiquement, c'est le duo Scottie Barnes-Emmanuel Quickly, mais un peu de façon inversée, avec Quickly qui pose l'écran, et Mm. finalement, souvent il est défendu par un petit, et ça ouvre beaucoup de lignes de drive à Scottie Barnes. C'est un peu ce qu'on espérait voir au moment du trade, mais c'est assez intéressant parce que vous voyez là, Maxey il veut pas switcher, et du coup l'écran il est posé, Scottie Barnes il a un premier avantage, hop, la petite no look, et puis c'est juste beau, on trouve des cuts. Donc ça pour moi c'est un peu la première source d'attaque, avec le fait qu'il joue énormément de main à main, énormément d'actions lancées, notamment ici pour RJ Barrett où on le lance sur un main à main. Mais ce qui est intéressant, c'est que avant de le lancer sur sa main gauche, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier décalage où on tourne un peu comme une roue, hein. Il y a un premier cut ici Mm. de Brandon Graham, Scottie Barnes qui fait comme ça aussi, qui continue le mouvement collectif. Et finalement, ça attire le défenseur d'aide. Vous voyez, DeAndre Hunter, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Et du coup, il se retrouve dans la position dans laquelle les Cavs aimeraient que ce soit moblé. Et du coup, RJ Barrett, il arrive face à une main gauche avec beaucoup de vitesse. Il pousse Donovan Mitchell et il marque. Mais du coup, c'est un peu le premier truc que je m'étais noté, c'est les pick and roll inversés, un peu Emmanuel Quickly et Scottie Barnes, quoi. Ouais, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça peut quand même marcher dans les deux sens parce que même si Scottie Barnes devient ton poseur d'écran, comme c'est un bon passeur sur le short roll, il est aussi tout aussi intéressant finalement. Donc je trouve qu'il y a, c'est chouette, ces duos de pick and roll qui peuvent vraiment fonctionner dans les deux sens. Et où Mm. il y a un vrai intérêt tactique finalement, à que ce soit l'un ou l'autre qui porte la balle selon la couverture face à laquelle tu joues. Parce que si tu joues par exemple face à du blitz, ça va être peut-être plus intéressant d'avoir Quickley comme porteur de balle parce que justement il y a un super joueur de short roll avec Scottie Barnes et inversement sur d'autres profils un petit peu défensifs, ça va être plus intéressant d'avoir Emmanuel Quickley comme poseur d'écran pour justement créer un peu plus de chaos sur des schémas de switch roll par exemple. Donc ouais, moi j'aime beaucoup leur approche avec ces deux joueurs. Ouais, ouais, et aussi, tu vois, sur le short roll, ça que je trouve cool, c'est qu'ils ont aussi Mamou, et tu vois, ça c'est Mhm. une action que je trouve Mhm. assez intéressante, qui joue pas mal, pardon, mais en fait ils vont jouer pas mal de flare screen, et ce qui se passe souvent, c'est que du coup on a un démarquage pour, ici c'est Gradedic, mais on va le voir après, il le joue aussi pas mal avec Jamal Sheed dans Mhm. l'aile, et en fait c'est juste une feinte, il la redonne à Quickley directement, et il repart prendre un flare screen. Et en fait, ça crée déjà pas mal des premières petites interactions, des petites étincelles. Et en fait, ce flare screen ici, il paraît rien, mais du coup, vu que c'est un bon shooter Gradedic, Jabari Walker, il est obligé de faire un peu attention.
Et du coup, il est bas. Et donc, au moment du pick and roll, là, il est très bas. Il est obligé de faire un drop. L'écran est bien posé. Et Quickly, c'est aussi un joueur qui a le pull-up. Et donc, ici, bah, tu te crées un très très bon tir. Et c'est super bien amené, quoi. C'est super bien amené. Et, ça, c'est de la transition, pardon. Et du coup, là, pick and roll inversé, blablabla. Et du coup, il le joue aussi pas mal avec Jamal Sheed. Et ce que j'aime bien, c'est quand il multiplie les porteurs de balles. Et là, en fait, tu as Jamal Sheed et Emmanuel Quickly. C'est ultra intéressant parce que ici, il joue l'action. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu en as un premier qui peut créer le décalage et l'autre, en fait, qui est un super connecteur parce que les deux ont plutôt un beau shoot. Et donc là, le flare screen, il est pour Emmanuel Quickly. Il reçoit la balle et vu que c'est un bon shooter, bah, en fait, ça attire l'aide ici. Et lui, ce qu'il va faire, c'est assez simple, mais il va fixer le cercle, pas regarder RG Barrett, petit décalage. Et là, on a tous ces connecteurs qui se mettent en place. Et on a vraiment des séquences un peu de tiki-taka qui sont ultra intéressantes. Et ça, c'était du coup pas le match dont tu vas nous parler face aux Cavs, un autre, mais qui est aussi assez intéressant parce qu'on voit que le flare screen ici, c'est pour attaquer la zone des Cavs. Et, et en fait, en créant ici le 2 contre 1 dans une zone où tu es censé avoir qu'un seul défenseur, et ben ça crée un décalage. Et donc là, Brandon Ingram, ça crée un tir tout simplement assez facilement, mais c'est un bon tir quoi. Le tir il rentre pas, mais je veux dire c'est un très très bon tir. Et du coup je m'étais remis ça, c'est encore une fois hop le petit flare screen pour Emmanuel Quickly. Ici ça a switché, et ben Quickly il peut attaquer le décalage en switch. Et ensuite hop la petite passe pour Mamou et le cut. Là c'est ultra bien défendu par Moussa Diabaté, mais c'est aussi ce que je m'étais noté, c'est un peu ces flare screen, beaucoup de mouvements sur les porteurs de balles avant le pick and roll et après beaucoup de cuts. C'est une équipe qui cut en permanence au panier et ça depuis l'arrivée de Darko. C'est une équipe qui est tout le temps top 6 en termes de fréquence de cut, donc c'est aussi ultra plaisant à voir et tu as des profils assez intelligents pour le faire aussi quoi. Ouais, bah je trouve que malgré un peu les défauts qu'ils peuvent avoir justement sur le shoot, des trucs comme ça, ils ont une vraie intelligence de jeu qui disparaît peut-être que à certains moments. C'est quand ils se contentent ou juste un petit peu s'obstinent à faire des isolations avec Brandon Ingram, mais ça peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est un peu les limites, mais finalement les isolations de Brandon Ingram et ses jeux sur post-up ont aussi un intérêt. Donc je trouve que l'équilibre, il est beaucoup, il est beaucoup mieux utilisé finalement que à quoi je m'attendais. Et aussi, j'ai deux trois extraits justement dans ma partie où finalement Brandon Ingram, c'est pas un énorme shooter, mais il a une certaine gravité au scoring qui permet finalement d'apporter du spacing. Et ça, j'étais assez surpris finalement de la gravité qu'il pouvait avoir. Je m'attendais pas à que ça ait autant d'effet. Et peut-être aussi que ça en aura de moins en moins. Et si les défenses se mettent à mieux s'adapter aux Raptors, peut-être que finalement la gravité de certains joueurs pourrait disparaître au fur et à mesure. Mais c'est une discussion pour plus tard. Un petit exemple de pile ce que tu viens de dire. Pile ce que tu viens de dire. Mais, avec plaisir. Regarde, en fait, ici, il joue une zone, donc encore les Cavs. Et en fait, on va mettre Brandon Ingram dans la zone de Sam Merrill parce que on l'a pas mal installé en post-up sur ce match. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, du coup, de suite, les Cavs, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est Sam Merrill fait un front, donc on empêche la passe au post-up. Et ensuite, t'as le sandwich qui vient derrière, quoi. T'as la prise à deux qui vient derrière. Sauf que ça, du coup, ça crée un peu 2 sur Brandon Ingram avant même qu'il touche le ballon. Et ça va complètement casser la défense parce que de suite, bah là, il y a 2 sur Brandon Ingram. Et là, Brandon Ingram, il a le réflexe de dire bah viens cutter. Pourquoi ? Parce que si tu cut, t'attires ce défenseur. Et en fait, bah, ça crée un 2 contre 1 un peu impossible pour le dernier défenseur, Craig Porter, sur le côté faible. Donc en fait, t'as le côté post-up de Brandon Ingram plus un cut qui va créer énormément de densité sur un mouvement, une partie du terrain, pardon. Et ensuite, hop, swing. Et là, tir ouvert pour Gradedick, qui est un peu mon joueur, mon joueur énigme de ces Raptors, dont je sais pas trop quoi penser. Là encore une fois, ils attaquent parfaitement la zone. Mais du coup, c'est intéressant. Et par rapport à Brandon Ingram, je m'étais noté une stat, mais c'est son career high sur un truc. Je sais pas si tu te l'es noté, mais sur les sorties d'écran.
En fait, il joue Sur les situations off-screen. Exactement, il joue plus de 10% de off-screen et je crois que son carry rate c'était 6% avant. Et ce qui joue pas mal, c'est des Iverson Cut, donc je m'en mets un juste pour le plaisir. Mais, pour le plaisir. Voilà. Donc là, en gros, un Iverson Cut, c'est 2 écrans comme ça pour traverser d'une aile à l'autre. Donc, Brandon Ingram va prendre ces 2 écrans, évidemment. Et donc, son défenseur, bah là, Trendon Watford, vous voyez, il est super déjà, méga à la bourre. Et ensuite, un des 2 poseurs d'écran, à savoir Mamou, vient poser un écran pour Jacoby Walter, qui lui-même va poser un écran pour Scottie Barnes derrière. Donc c'est ultra compliqué, et en plus, dans le même temps, vous allez le voir, mais Gradedick va couper au panier. Voilà, Gradedick qui coupe au panier, Jacoby Walter, il arrive, il glisse l'écran. Pourquoi ? Parce que du coup, Watford, il est en retard, VJ Edgecombe, il est obligé de monter un peu sur Brandon Ingram. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en ayant vidé le corner, on a un tir ouvert pour Jacoby Walter, que j'aime pas mal. Mais du coup, il y a un peu ce côté post-up de Brandon Ingram et en même temps mise en mouvement qui est plutôt intéressante, je trouve. Ouais, c'est sûr. Il y avait un mec qui écrit un peu sur les Raptors, Joey, j'ai plus son nom de famille, mais en W, qui avait tweeté un truc qui disait qu'il serait peut-être temps que les défenses arrêtent de se méfier du post-up de Brandon Ingram comme si c'était Nikola Jokic, quoi. Ouais. Et il trouve que pour l'instant, il y a peut-être un peu... Mais d'un côté, c'est bien parce que du coup, les Raptors l'exploitent, mais il y avait un peu une sensation de... Peut-être qu'il y a un peu trop de surréaction à son post-up, mais ce qui est très positif finalement, c'est que les Raptors sont capables de l'exploiter. Et surtout, Ingram à la passe, ça reste un joueur très capable relatif à sa position et surtout aux angles de passe qu'il peut trouver, notamment via sa taille. Et j'ai 2-3 exemples de passes aussi sur mes extraits où tu dis waouh, quand même, c'est beau. Mais là, tu vois l'action que tu es en train de montrer justement du côté des Raptors contre Charlotte. C'est là où tu vois qu'ils n'ont pas de spacing, mais ils ont des connecteurs et des joueurs qui bougent. Et en fait, finalement, l'espace qu'ils arrivent à générer, c'est par leur mouvement et par leur passe, alors qu'il y a presque 2,5 non-shooters sur le terrain, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment très intéressant la notion de mouvement pour créer du spacing plutôt que celle de juste d'être stationnaire un petit peu derrière la ligne à 3 points. Ouais, c'était un peu le dernier chapitre que je voulais noter perso. C'était les cuts en fait, dont j'ai un peu parlé. Mais en fait, c'est ultra intéressant parce qu'ils n'ont pas beaucoup de shooters, mais ils les utilisent pas mal. Et comme dit, tout le reste, ça va systématiquement cutter. Là, on a un post-up et on a, tu vois, hop, presque 2 cuts avec RJ Barrett et Scottie Barnes. Mais ils cut beaucoup depuis 45. Et le seul shooter qu'ils ont, ils le mettent à une passe près, évidemment. Ouais. Et là, ils peuvent trouver RJ Barrett. Et boum, le gros poster sur André Drummond. Mais ouais, en fait, t'as vraiment ce côté cut en permanence. Là, Gradedick, un premier cut. Ensuite, on joue le pick and roll. Bam. Et ensuite, de suite, il y a Jamal Sheed qui s'écarte du stunt pour attirer son défenseur. Immanuel Quickley, il patiente. Hop, petite feinte pour faire sauter le défenseur. Je serre le cut de Scottie Barnes. Tic-tac-toe, tiki-taka. C'est magnifique et moi je me régale quoi. Moi je me régale et puis lui, Mamou, qu'est-ce que c'est que ça ? Incroyable, quel joueur de connecteur, tu vois, vraiment de short roll. Et ils n'ont pas beaucoup de joueurs avec de la gravité, mais je trouve le pull-up de Quickley, le shoot de Quickley et le post-up de Brandon Ingram et parfois le drive de Scottie Barnes, c'est ultra intéressant quoi. Là encore une fois, tu vois, ça cut un peu dans tous les sens. Et c'est ultra agréable à voir. Et il y a même ce funky Gradedick. Tu vois, en fait, pour moi, c'est un shooter qui a pas de dribble, mais qui est un vrai très bon passeur, quoi. Ou en tout cas, peut-être qu'à chaque fois, il rajoute un peu de flair, etc. Mais, et du coup, ça fait que je le surévalue. Mais tu vois, là, hop, la petite feinte de passer au-dessus pour faire sauter le défenseur et la passer sur le côté. Et de suite, ça libère. Et tic-tac-toe, encore une fois. C'est assez agréable à voir parce que, comme dit, t'as ce côté cut en permanence. Et la dernière que je m'étais mise, c'était encore une fois à quel point ils utilisent bien les mismatchs. Mais tu vois, là, il y a eu un switch. Murray Boyle se retrouve face à Sexton. On le sert au post-up. T'es obligé d'attirer l'aide, forcément. Et là, et voilà. Hop, Youhou, la petite fin. Yahoo. Et puis c'est juste beau, quoi. C'est juste beau. C'est assez collectif. Et encore une fois,
la, la Quel graditique kiffeur. expérience. Ouais, mais du Ouais, coup, la passe, elle est dans les pieds, quoi. ouais, la passe, elle est pas parfaite, mais tu vois, Mais il ce s'est que je dis pas, envolé. Il s'est fait un petit 3-6, 3-6 keep flip, quoi. Petit c'est kiffeur. ça. Encore une fois, il attaque le close-out. Et encore une fois, mais tu vois, c'est encore une fois ce qui est intéressant, c'est que t'as le cut à 45 de Ouais, Mamou ouais. qui attire Dominique Barlow, je crois, et qui libère le Dominique. corner, quoi. Qui Mm. libère le corner. Bon, là, ouais, la passe, je sais pas ce qu'il visait, et je préfère pas savoir. Mais t'as vraiment ce côté cut et connecteur, cut et connecteur, qui est assez agréable à regarder, quoi. Des connecteurs. Des cut necteurs, Des exactement. connecteurs, exactement. Et ben, c'est chouette, mais du coup, il y a pas mal de choses qu'on va retrouver dans le match des Cavs que j'ai regardé, mais aussi des petits bonus, notamment sur la transition et l'utilisation de Brandon Ingram. Bah, clairement, un des premiers trucs qui vient chez ces Raptors quand on les regarde, c'est cette capacité de mouvement. Et en vrai, il y a aussi sur cette action deux choses intéressantes. C'est la gravité de Brandon Ingram dans le corner là-bas, et on voit que finalement, il prend totalement un défenseur, donc on se retrouve avec une attaque en 4 contre 4. Elle n'était pas facile à faire celle-là. Et du coup, on a Jacob Poeltl au poste haut, et ensuite on a un enchaînement de poses d'écran et de cuts. Vous voyez ici, il y a Immanuel Quickley qui pose du coup l'écran pour Scottie Barnes, mais c'est que le premier écran et la première coupe. Donc on en a une première ici, deuxième écran d'Immanuel Quickley, Oh là là. et ensuite la coupe. Mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire un peu avec ce chantier? En fait, tu vois, tu as notre ami Evan Mobley qui est juste là, et le but c'est d'arriver à le faire sortir de la raquette. Et ils arrivent à obtenir le switch de Mobley sur Quickley. Qu'est-ce qu'il fait Quickley à cet instant? Il se dit, oh là là, attends, viens par ici toi mon gourmand. Il le sort totalement de la raquette, et ensuite, du coup, il y a une ligne de drive qui est de bien meilleure qualité parce que Mobley est un peu plus coincé et il est avec Jacob Poeltl. Donc on a libéré l'espace au cercle. Ça attire du coup toute la défense et Jacoby Walter libéré à 3 points. Et franchement, c'est quand Franchement, même, c'est quand même du beau jeu. c'est du beau jeu, mais tu vois, enfin, en vrai, je vais pas dire que Quickley fait toute l'action, mais c'est lui qui pose les deux écrans, Ouais. c'est lui qui cut, c'est lui qui reconnaît Switch qui ressort, c'est lui qui manipule la défense après avec la petite feinte des yeux. Et en fait, en vrai, le mariage entre lui et Darko Rajakovic, il est quand même génial, quoi. Ouais. Franchement, je sais pas c'est qui l'équipe qui l'a laissé partir, mais j'aurais des Ah, regrets. Ensuite, on se retrouve face à con. une défense de zone. La défense un peu en 3-2 de nos amis des Cavs, justement. Et par Et contre, le gars sur la ligne de fond des Cavs, mais son style me régale. on est sur un gros kiffeur. On est vraiment sur un kiffeur de qualité. Et du coup, comme tu l'as dit, attaquer la zone, c'est pas hyper facile quand on manque un petit peu de spacing. Première chose que vient faire Oula, comment il Colin. s'appelle déjà? C'est quoi son prénom lui? Colin. Colin Murray Balls. Comme le poisson. Pose d'écran un petit peu. Et le but vraiment, bon, c'est d'attaquer un petit peu cette zone-là du terrain et essayer de trouver un joueur ici. On a un premier swing sur le côté, un drive, mais ça passe pas. Sauf que, comme on l'a dit, il y a les cuts qui viennent. Et en fait, c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à trouver la solution parce que ils n'ont pas tant que ça des mecs qui peuvent créer de manière individuelle. Par contre, sur les cuts, en fait, ils arrivent à créer ces décalages-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même s'ils n'ont pas des mecs qui créent des décalages avec le ballon, ils ont quand même des joueurs qui arrivent à attirer un joueur et demi, des aides. Et du coup, sur les cuts, ça fonctionne assez bien pour arriver à punir dès qu'il y a une aide qui vient un petit peu en jeu. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette équipe, c'est que ils profitent des moindres petits décalages qui sont faits et il y a aussi des vrais systèmes qui sont mis en place pour exploiter finalement un petit peu cette qualité de mouvement et cette rapidité. Ouais, complètement. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu l'impression que leur objectif, c'est pas tant d'attaquer avec les bons joueurs, tu vois, mais plus attaquer les bonnes zones. Et tu vois, même si ça passe souvent par tes meilleurs joueurs, évidemment, mais il y a vraiment ce côté où si tu touches la raquette, c'est là comme ça que tu crées des décalages, quoi. Et c'est très collectif et c'est intelligent, mais du coup, je t'ai coupé, pardon. Non, pas du tout. Pendant que tu parlais, je faisais une petite présentation du système qui était sous les yeux de nos auditeurs. Mais en gros, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on a un
double drag. Donc finalement, on a 2 écrans pour le porteur de balle et le deuxième écran va se transformer en end-off. Donc ici, profit du premier écran et le deuxième, c'est un end-off, une get action où justement, on profite de la vitesse pour balancer le ballon puis aller le rechercher sur du main à main. Et en fait, même si Jamal Shead n'est pas un driver exceptionnel, c'est un très bon passeur et surtout, eh ben, par la get action et le premier écran qui a été fait, ça crée du coup un petit peu une contracture dans la défense et on a donc les 2 corners qui sont ouverts et un joueur à 45. Et quand sur un simple système avec des joueurs qui n'ont aucune capacité finalement de création individuelle, tu arrives à créer 3 joueurs ouverts dans les corners et à 3 points, bah c'est que tu fais du bon boulot collectif en tout cas. Et alors cette passe-là, salopard, le panier est pas mis derrière, mais alors regarde Mamou derrière, il est choc-barre, elle est incroyable. Je vous la remets une petite fois, mais en fait, j'ai vu personne en parler et je me suis dit, bah attends, mais le mec, il a trouvé un angle de passe fabuleux. Donc Ouais. voilà, Scotty Barnes aussi, passeur un petit peu sous-coté, surtout pour sa taille. Et franchement, c'est aussi peut-être quelque chose dont on n'a pas encore parlé. On a parlé de la qualité de cut, mais c'est une équipe qui a une grande qualité de passe aussi, Ouais. et un petit peu bah, tout simplement de placement dans l'espace. Et tout ça, bah, finalement, c'est là où tu te dis, mais finalement, qui a besoin de shoot quand tu sais te déplacer et quand tu sais passer la balle. Donc pour attaquer de la zone, pour attaquer de l'individuel, ils font de très bonnes choses. Et encore une fois, je pense que Sandro a été une super addition à leur équipe. Et je me dis, tu vois, ça paraissait presque un peu un joueur gadget parfois quand on en parlait un peu du côté des Spurs. Mais finalement, il y a une vraie utilité à avoir un intérieur qui bouge aussi bien, qui peut tirer et passer. Et là, l'action que vous êtes en train de voir, elle rejoint un petit peu le podcast dont on a parlé très récemment, notamment sur la vitesse de jeu après panier encaissé. Regarde ce qui se passe ici. On a quand même une rotation au cercle qui arrive un peu trop tard d'Emmanuel Quickley. Et direct, on repart sur une action. Et en fait, le décalage est déjà créé. Les mecs, ils attaquent à 5 contre 4 après un panier encaissé. La défense n'a pas le temps de se remettre en place parce qu'il y a un joueur derrière. Sheed ne va pas se poser de questions et c'est un drive au cercle. Et je trouve ça quand même fantastique d'arriver à avoir un drive au cercle non contesté depuis une action où tu as encaissé le panier. Et vraiment, c'est une équipe qui prend énormément de temps, entre guillemets, qui met énormément de volonté à faire ça. Et là, c'est encore un exemple qui est encore plus parlant parce que c'est Jacob Poeltl qui vient justement sur le switch contester le tir au cercle. Donc c'est ton pivot qui conteste le tir au cercle. Et de l'autre côté, tu arrives quand même à générer un 4 contre 3. Et c'est ton pivot qui avait contesté le tir au cercle qui vient dunker de l'autre côté. Donc tu vois, c'est pas seulement les arrières qui courent, il y a toute une équipe qui court. Et ça, je trouve ça top. Et Et vas-y. sur le premier clip que tu as mis, ce qui est intéressant, c'est que il y a Lonzo Ball qui montre, vient à son coéquipier, vient prendre Shade. Et en fait, tu as un peu ce côté où, bah, vu qu'il y a Brandon Ingram, bah, en fait, le défenseur va aller sur Brandon Ingram. Et c'est comme ça que ça s'ouvre un peu. Et encore une fois, tu retrouves ce truc où t'as pas beaucoup de joueurs qui ont de la gravité. Et peut-être que ça va s'ajuster avec moins de respectabilité pour Brandon Ingram et Emmanuel Quickley, mais il l'utilise parfaitement, quoi. Là, voilà, Tyson il fait ce petit pas et c'est fini, et c'est les yup pour Jamal Sheed, quoi. Et ben, je suis très content que tu parles de Brandon Ingram parce que je pense qu'on va passer à ce chapitre-là. Avant de parler de la défense, on va aller parler un petit peu de notre ami Brandon Ingram, notamment sur transition. Je crois que le chapitre est juste là, dans mon petit itinéraire de vidéaste. Je crois que j'ai dû le caler pas loin d'ici. Où est-ce qu'il est? Ah voilà, je voulais garder la petite transition de beau gosse. On a Gradedi qui pull up à 3 points. Et voilà, la petite transition. Alors, Monsieur Brandon Ingram en transition, pourquoi c'est intéressant? Eh ben, je pense en tout cas, qu'ils ont repris un principe du Thunder. Le Thunder avait un principe assez simple où en fait, Chet Holmgren arrivait en trailer sur de la transition ou semi-transition. Parce que même si c'est pas un driver exceptionnel, c'est souvent un meilleur driver que son opposition. Et en plus, il peut tirer à 3 points. Et souvent, ça permet un petit peu d'avoir un temps d'avance au moment où il réceptionne le ballon. Et là, tu vois, Brandon Ingram, il se précipite pas du tout pour arriver en transition. Et on a
Jacob Poeltl qui vient intelligemment poser un flare screen pour Emmanuel Quickly. Mais en fait, c'est aussi pour potentiellement libérer Brandon Graham juste là. Et on va directement le chercher, ce Brandon Graham, sur le côté opposé. Et au moment où il reçoit le ballon sur de la semi-transition, bah, il est complètement tout seul. Et il y a plusieurs moments dans le match, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, Brandon Graham ne se projette pas aussi vite que ses coéquipiers vers l'avant. Là, tu vois, il est en avance sur le ballon, mais Ah ouais, il ralentit un peu. Et voilà, le but, c'est d'avoir ce petit temps d'avance. Et ça m'a beaucoup fait penser à comment a été utilisé Chet Holmgren sur de la semi-transition avec OKC pour le laisser un petit peu profiter de ça. Et puis bah, derrière, la qualité de passe, ouais, celle-ci, elle est fantastique. La qualité de passe, je trouve que sur ces situations un peu de demi-transition, bah, elle est très bonne. Et finalement, il y a beaucoup de bonnes choses chez Brandon Graham que je ne m'attendais pas à voir directement cette saison du côté des Raptors. Et je trouve que ils ont pris les défauts et les qualités du joueur et ils les ont intégrés dans ce système qui avait déjà peut-être des limites structurelles, mais finalement, bah, ils ont trouvé des solutions à ça. Et je remets cette passe parce que franchement, elle est sans sas. Donc voilà, mon Brandon Ingram me plaît beaucoup. Et ça part tout simplement aussi bah, de leur bonne défense. Et du coup, je voulais un petit peu revenir sur la défense qu'ils avaient eue justement contre les Cavs, que j'avais trouvé bah, plutôt bonne. Après, encore une fois, comme tu l'as dit, il y a sûrement une notion de chance parce que nos amis des Raptors, ils jouent quand même beaucoup contre des adversaires à qui il manque parfois un peu de talent. Et c'est vrai que on les a pas encore vus tester contre une équipe vraiment au d'élite offensive, complet. ouais. Hmm. Ouais, voilà, Bah, c'est ça. Donc, ce qui devrait être les Cavs, mais vu je crois qu'il n'y a jamais eu Garland sur les affrontements, là sur le non, match dont tu parles, il y a pas Garland non plus, il n'y a pas Jarrett il Allen, si je dis pas de n'y a pas de bêtises. Jaren Allen non plus. Ouais, donc Mais bon, je pense que leurs principes défensifs sont ceux qu'ils sont et ne changeront pas. Et donc, ça peut être quand même intéressant un peu de les ah bah bien étudier. sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'ils marcheront aussi bien contre des équipes au complet? C'est pas sûr. Monsieur Jacoby Walter, dont on parle pas beaucoup depuis qu'il est arrivé en NBA, je l'ai trouvé très intéressant sur Donovan Mitchell. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi avec cette équipe, c'est le switch et la pression Ah sur la ouais. balle de manière constante. Tu te dis, mais moi je suis porteur de balle contre une équipe comme ça, mais je rentre chez moi. Je demande Mais de l'aide, je dis, mais ramenez-moi chez moi, je ne veux plus les voir. Ils arrivent vraiment c'est à 15, intéressant. quoi. Ouais, et c'est ultra intéressant parce que ça me fait penser à ce qu'il a dit Daigneault, je crois, c'est Daigneault qui l'a dit en conférence de presse que, en gros, les joueurs NBA sont devenus tellement forts aujourd'hui que tu peux pas les laisser. En fait, tu peux pas les laisser dicter le tempo un peu, les porteurs de Ouais, balles. ouais. Et il y a vraiment cette approche du côté du Thunder. Oui, ils provoquent énormément de pertes de balles en plus, mais l'idée, c'est. En fait, faut pas qu'ils puissent poser deux dribbles de suite en étant dans le confort. Mm. Et tu vois, genre là, sur les quelques clips que tu vois, Scotty Barnes, il vient de suite, limite il tente l'interception à chaque dribble d'Evan Mobley, quoi. Donc Ouais, c'est assez intéressant. mais c'est vrai que tu vois, par exemple, je crois que j'avais demandé à Joe Mazzulla une fois, genre, c'était quoi un peu l'approche face à certaines équipes, notamment face à Jokic. Qu'est-ce qui te fait marrer que j'ai pu poser une question à mon ami Ouais, Joe, c'est ça? tu dis ça tranquille, quoi. Voilà, bon, l'autre jour j'étais au bar, bon, j'ai croisé Non, Joe, bon bah je lui ai demandé, hein, j'ai c'était demandé. contre Denver et j'avais dit bah, comment faire une bonne défense off-ball face aux Nuggets. Et il m'avait dit bah, la réalité c'est que ça commence quand même sur ta défense sur le porteur de balle parce que plus tu le sors de sa zone de confort, plus tu Mhm. vas faciliter ta défense sans ballon parce que le ballon finalement peut être arrêté plus facilement. Et je trouvais ça intéressant finalement. Parfois on a un peu une perception off-ball, on-ball et finalement c'est quand même le fruit d'un même effort. Ouais. Passons ensuite à la fin de match contre Indiana. C'est un truc que j'ai gardé à côté du match des Cavs que j'ai trouvé intéressant. Donc, on est à 95-95. Il remonte la balle tout doucement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la compréhension rapide de Jacob Poeltl de la situation. En fait, on a JF qui va se positionner dans le corner opposé, juste ici. Et le but, c'est d'éloigner le plus possible Jacob Poeltl. Et Jacoby Walter, lui, suit ce qui doit être TJ McConnell. Et voilà, tout simplement. Mais ils vont un peu du même côté. Et là, il y a Jacob Poeltl qui vient voir Jacoby Walter qui va dire, écoute-moi bien, mon petit coco, regarde. Toi, tu Ouais. vas te foutre sur JF. Et moi, je vais m'occuper de McConnell qui vient se mettre dans le dunker spot et qui m'a pris pour un lapin de 3 semaines. Donc, on a ça. On a le switch qui est opéré. Et on a Emmanuel Quickley qui est sur Pascal Siakam. Et aussi, Emmanuel Quickley qui soit Pascal Siakam en un contre 1 sur du post-up, ça reste quand même difficile à tenir.
il arrive finalement à ce qu'il s'approche pas trop du cercle, mais super fin de Ouais. Siakam qui arrive à se projeter justement au panier. Et c'est là où Jacob Poeltl bah, finalement sauve l'action. Et il le sauve par son positionnement sur TJ McConnell plutôt que Geoff qu'il a identifié au début de l'action. Et c'est un contre. Et tu vois, je trouve ça, c'est des petits détails, mais je dis, ça montre aussi un peu l'équipe finalement Ouais, qui de sont en ouf. train de construire l'intelligence de jeu. Et derrière, et ben voilà, on a Scotty Barnes qui demandait la balle au post-up, qui ne l'a pas eu. Et qui dit, ok, pas de souci, je vais me mettre dans le corner, je laisse le 1 contre 1. Le but, c'est de ne pas perdre le ballon. Et ensuite, bah, ça marche, tant mieux. Et c'est aussi pourquoi l'isolation est un bon système de fin de match, c'est parce que tu ne perds pas la balle. Mais je trouve qu'il y a une vraie intelligence de jeu chez cette équipe. Mm. Bah, c'est intéressant parce que en vrai, tu retrouves défensivement les traits que tu as offensivement, dans le sens où Poeltl, Quickly, Barnes, c'est des joueurs qui communiquent énormément et qui savent lire les schémas assez rapidement. Et c'est un très bon exemple, tu vois. Le pré-switch entre Poeltl et Walter, il est même un peu symbolique parce que Mm, c'est un peu, tu vois, le vétéran et un peu le côté comment dire, cérébral mm. face à Walter qui est peut-être un peu plus on-ball et à qui a un peu moins d'expérience, donc aussi moins de savoir tout simplement quoi. Donc ouais, t'as vraiment ce côté où tous les joueurs sur le terrain, même Jamal Sheed quand il rentre, sont très très intelligents défensivement aussi quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis ils sont hyper actifs. Là, c'est la Ouais, possession qu'on est en train de voir, elle est insupportable à elle est regarder. Tu dis, mais suffocante. elle est vraiment suffocante. Et c'est vrai que bah ils sont un peu, ils ressemblent parfois à certains moments à ce qu'a fait OKC dans la pression sur le porteur de balle. Emmanuel Quickly, là, je pense que Lonzo Ball, quand il ferme les yeux, il le voit encore, tu vois. Et tu te Ouais. dis, c'est dur. Et même là-dessus, l'activité de Poeltl qui est moins mobile que les autres, mais qui, par son positionnement et le fait qu'il lit très bien le jeu, bah, permet en fait la perte de balle au dernier moment, quoi. Et Et, comme on l'a dit, c'est une équipe qui a besoin de cette transition, donc c'est hyper important d'avoir cette défense agressive, quoi. et les deux chaînons extrêmes de ce schéma, Poeltl et Quickly, en vrai, on le répète, mais sont assez sous-estimés. Poeltl, en vrai, Mm. tu vois, c'est pas Donovan Klingan quoi en termes de mobilité. Non, Et tu vois, sur le petit exemple qu'on voit, bah ok, il va au périmètre, mais et c'est Scotty Barnes qui prend le dunker spot. Pas sur celui-là, sur celui d'avant, celui-là. celui-là, je crois. Mais en Ouais. fait, bah, tu t'en fiches parce que les deux sont très interchangeables aussi finalement. Et ça, c'est aussi parce que bah, Poeltl est bien plus mobile que ce qu'on pense tout simplement quoi. Bien plus mobile, et c'est aussi un bon protecteur de ça, donc je Ah oui, pense oui, que c'est oui. pour ça qu'ils essayent toujours de l'avoir un peu dans cette position-là. Genre là, tu vois, Mais hop, il décale et ça pose pas de problème parce que les deux mm. peuvent échanger quoi. C'est ça. Et puis, s'il a un pivot qui shoot, il va aller le chercher dans le corner sans trop de problèmes non plus. Très connecté au jeu. Et puis, le tag pour venir provoquer la perte de balle derrière aussi. Donc, ouais, il y a une super activité. Et comme c'est Mamou qui vient finalement être un petit peu son backup, bah, c'est tout aussi intéressant. Et en Ah, parlant de Gradedick, Mamou, kiffeur Gradedick quand même. Hein. ouais, oui, c'est vraiment un gros kiffeur. Mais j'avais envie de parler un peu de Mamou. Ah, et c'est cette action que je voulais mettre directement comme on parle de défense. J'étais pas sûr que tu le verrais. Ah, pardon. Ah, Alors, j'ai envie de faire un t-shirt mammouth mobile là. mon Dieu. Ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Ah, c'est complètement dingue. Ah, je me suis dit, je sais pas s'il va le voir ou pas. Ah, purée. Mais du coup, Parle-nous de Mamou. ouais, Mamouchevski. Ah, ouais, attends, on va juste taper Sandro. En Sandro. gros, on a Sandro Sandro. là sur cette transition. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant par certains passages, pas seulement en attaque, on a beaucoup parlé de son attaque, mais même en défense, où c'est un moins bon protecteur de cercle, mais c'est un joueur qui reste quand même dynamique et qui a une bonne coordination main-œil. Et ce passage-là m'a pas mal surpris et je m'attendais pas à ça de lui. Donc là, il vient contester quand même un lay-up en transition. Donc finalement, c'est son boulot. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il retombe au moment où
le lay-up se transforme en passe au cercle, il retombe et il repart, reconteste contre le tir et lance la transition. Et c'est pas tous les pivots qui sont capables de faire ça. Ouais. Et en fait, c'est même pas vraiment un pivot, c'est un ailier fort, mais qui a quand même une certaine envergure, une certaine mobilité. Et je trouve que bah, en backup de Jacob Poeltl, bah, c'est fantastique parce que finalement, tu peux garder presque les mêmes schémas. Et en plus, tu peux garder des schémas similaires aussi en attaque parce que c'est un poseur d'écran de qualité qui se projette bien au cercle, qui peut recevoir le ballon et sur short roll et aussi un petit peu parfois en deep roll, qui peut trouver les cutters sur les passes. Donc franchement, moi c'est un de mes gros coups de cœur du début de saison. Et du coup, tu vois, cette action-là, c'est une Ah, action que toi, tu avais déjà mis tout à l'heure. Parce que du coup, je suis allé voir un peu toutes ces passes aussi pour un peu me voir si j'avais vu des trucs contre les Cavs qui n'existaient pas ou s'il y avait vraiment du flair. Et en effet, même sur post-up, après le petit spin move, il trouve le cut. Et ça, c'est trop bien, tu vois. Donc ouais, mm. un gros coup de cœur. Et le dernier autre coup de cœur, bah, Et c'est mon fils, ma bataille, quoi. Notre Emmanuel Quickley à nous. Euh, Fiston. et Fiston, oh là là, mais quel kiffeur. En vrai, Ah ouais. là je mets juste des highlights, je suis désolé pour les gens en podcast, on voulait juste regarder un peu d'Emmanuel Quickley. Franchement, la qualité de passe, de projection en transition, elle est parfaite pour cette équipe. Ouais, mais Elle tu est vois, vraiment parfaite. sur Mamou, c'est marrant parce que j'ai dit exactement. Enfin, j'étais dans l'hebdo ce matin et j'ai dit Ah exactement oui. ça. J'ai dit gros coup de cœur, genre Mamou. Et en fait, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, il y a un peu ce côté où, en fait, je crois que soit j'étais passé à côté, soit Ouais. c'est vraiment justement la défense qui est devenue très bonne, quoi. Et pour moi, il y avait un peu ce côté. J'adore le passing et il me surprend. Mais d'un autre côté, genre, c'est un peu le profil que j'en avais déjà de lui, quoi. Et ce côté défensif, ultra mobile finalement, parce que c'est peut-être pas un poste 5 de Mm. formation, mais qui en plus la défense est arrivée d'un coup, ça rend le joueur ultra viable. Et ce que je voulais dire aussi, c'est ça vaut ce que ça vaut. C'est pas des stats parfaites, mais c'est pour parler un peu, tu vois, de tous ces joueurs dont on parle depuis le début, qui sont pas forcément les stars, mais qui font peut-être aussi la valeur de cette équipe. C'est qu'en réalité, tu regardes les plus gros on-off de l'équipe, en fait, c'est tous les remplaçants. Mm. En fait, c'est assez simple, mais c'est vraiment tous les remplaçants qui sont les plus gros on-off. Alors, ça veut pas dire que c'est la line-up la meilleure parce que c'est celle qui joue le mieux au basket, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est juste à ce moment-là que tu crées souvent le plus d'écart, quoi. Le plus d'écart, c'est quand c'est tes remplaçants qui jouent avec Mm. Mamou, parfois Gradedic, parfois CMB, souvent Jamal Shed et toute la compagnie, quoi. Et je trouve ça assez cool aussi. Et du coup, oui, voilà, je voulais juste rajouter ça avant de parler de El Grande Emmanuel Quickley. Ouais, franchement, il régale hein, sur ce début de saison. Et à voir ce que ça va donner finalement, mais je trouve que même il essaye moins de forcer les choses qu'avant. C'est comme s'il avait un peu plus trouvé sa place finalement, une place qui lui convient bien. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de déchets. Ou parfois je le trouvais un peu trop fou, même sur les sur les pull-ups justement. J'ai l'impression que c'est un peu plus propre, qu'il a un peu plus, qui catalyse mieux cette attaque. Et puis en fait, de le laisser être le moteur de transition, il a un côté tellement électrique et il voit tellement bien aussi Mm. les décalages qu'il arrive à créer que c'est parfait. Et ça fit très très bien avec cette équipe. Puis défensivement, bah, c'est là où moi j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour lui. C'est sur bah, finalement la longueur de bras qu'il a et la capacité qu'il a un peu gardé ses hanches connectées malgré le fait qu'il soit un peu frêle quoi. Léger, Donc ouais. ouais, Bah, un en peu fait, léger. c'est ouf parce qu'il y avait une vidéo à l'époque, c'était comment ce. Enfin, c'était un fan d'Enix qui l'avait fait, mais comment enfin, c'était américain, donc j'essaye de traduire, tu vois, mais Mm. comment un guard maigre de 6'1 réussit à être le moteur défensif d'Enix, quoi. Et Mm. il y a vraiment ce côté où je pense que c'est un joueur qui est un peu incompris, tu vois, notamment défensivement, parce que en vrai, enfin off-ball, tu vois, défensivement, comme tu as dit, sa capacité à rester connecté, à être grand, même la fin de match contre les Hornets, bah c'est du on-ball, c'est sur la mellow ball, et il est plus petit que lui,
Mais en fait, Mm. il est tellement grand qu'il le gêne presque sur chaque action, quoi. Et du coup, je pense que c'est un défenseur qui est déjà assez sous-estimé, mais je comprends. Je pense que l'année dernière, il y avait aussi un côté où les Raptors tankaient ouvertement. Et je me souviens de fin de match, tu vois, où tu te dis, mais c'est pas possible, ils font tous les mauvais choix, ils laissent que des tirs grands ouverts. Je crois que c'était face aux Clippers, je crois que c'était face aux Cavs aussi. Enfin bref, voilà. Et cette année, du coup, tu retrouves un peu ce côté bon défenseur. Et en attaque, en attaque, en vrai, c'est aussi un peu le seul qui peut attaquer des switches sur le pick and roll. Si tu switches et que tu as un intérieur qui peut pas switcher, il va pas attaquer n'importe qui, genre Bam Adebayo il va pas l'attaquer, mais André Drummond il va l'attaquer, tu vois. Et ça c'est quand même cool. Et ouais, en vrai t'as ce côté où c'est un des rares joueurs, je trouve, qui est ultra complet en attaque, dans le sens où il a le côté on-ball, off-ball et passif. Et c'est ultra rare en vrai, c'est ultra rare. Mm. Non, ouais, c'est pour ça qu'on a toujours eu un gros coup de cœur sur le Dreamcast Show pour ce joueur. Donc, bon, très content de comment ça tourne pour lui du côté de Toronto. Et puis, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de comment cette équipe joue. Finalement, pour ceux qui n'avaient pas encore pris le temps de les regarder jouer, voilà un peu un bon bilan finalement de ce qui se passe sur le terrain. Avec, comme tu l'as dit en introduction, ne vous fiez pas que aux résultats parce que il y a un peu de chance aussi du côté réussite à 3 points des adversaires et il y a eu aussi un peu de fragilité finalement dans la santé des adversaires, mais ils ont su en profiter tout simplement et c'est déjà c'est bien d'avoir de la chance, c'est aussi une autre chose de pouvoir en profiter, donc ils ont su le faire. C'est le meilleur net rating de l'Est, mais à voir comment ça va tourner quoi. Et ils ont de la chance, ok, mais ils sont quand même troisième défense de NBA. Juste pour définir, on peut peut-être dire un peu des chiffres. Ouais. Et troisième défense de NBA avec, comme dit du coup, en cumulé, c'est la troisième réussite à 3 points des adversaires. Donc là-dessus, il y a un peu de chance, notamment sur les 3 points ouverts, comme on l'a dit. Mais c'est aussi une défense qui, par sa longueur, concède très très peu de transition, en fait. Et c'est un peu ça aussi, un peu ça leur secret. Et en attaque, bah, finalement, ils sont plutôt dans la moyenne, tu vois, il n'y a pas de surchauffe à 3 points. Mais c'est une équipe qui va beaucoup au cercle, qui joue énormément de transition, c'est de loin la première. Et comme dit, sur attaque placée, ils sont aussi pas mauvais. Et du coup, tu as une équipe qui est 6ème attaque. Et là, c'est quand même fou quand tu te dis que tu pas de chapeau 1 de création, ni de chapeau 1 de spacing, tu vois. Genre, on pourrait débattre de Boston, est-ce que Tatum c'est un chapeau 1, mais ils avaient un spacing de malade. Et là, tu fais des scores géniaux, 6ème attaque, sans surchauffe à 3 points, sans spacing et sans créateur génial. Donc, tu as vraiment ce côté, peut-être qu'ils ont un coach génial en fait. Peut-être, mais ça, je pense que c'est des choses qu'on avait presque entrevues déjà l'année dernière. Et moi, je me rappelle des matchs que je voyais de Boston l'année dernière contre Toronto où je me disais, ah ouais, il se passe quelque chose quand même côté off-ball. Quand ils veulent, il se passe quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, très très chouette à regarder, franchement. Et des beaux joueurs. Tu vois, je trouve que leurs jeux ont une personnalité, entre guillemets. Pas les mecs je les connais pas, tu vois, puis ça m'intéresse pas moins entre guillemets, mais je trouve qu'ils ont beaucoup ont un jeu un peu particulier, tu vois, qui sort un peu du lot et ça c'est quand même chouette aussi un petit peu dans une NBA d'avoir encore une fois une équipe qui sort du lot quoi. Encore une équipe qui joue différemment de tout le monde finalement en s'inspirant un peu de plein de choses mais en ayant sa propre identité quoi. Ouais, et en vrai c'est fascinant de voir comme chaque équipe est différente quoi. Aujourd'hui c'est vraiment tellement marqué que c'est juste trop cool, et en vrai tu vois c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé dans le dernier podcast donc on dirait que je radote, mais je dois révéler un secret à Zad que j'ai gardé pendant presque 2 ans. Et ce secret c'est que du coup j'avais écrit un article sur, du coup je le redis, c'est fut un temps où j'écrivais des articles sur le roster. C'était existe-t-il une révolution à NBA, et justement on parlait encore une fois de qu'est-ce qui peut se passer, la bataille des possessions, l'isolation, blablabla, blablabla. Et j'avais créé une stat qui était un peu l'indice de mouvement, avec en gros j'avais pris tous les play types qui sont finis par un mouvement, donc cut, end-off, off-screen, etc. Et j'avais regardé les meilleures équipes là-dedans, et en vrai, et du coup dedans il y avait les Warriors, donc qui ont bâti un peu leur dynastie là-dessus, les Nuggets,
avec Jokic évidemment, le Jazz évidemment, les Kings, La dynastie du Jazz. la dynastie du Jazz, les Kings qui à l'époque étaient la meilleure attaque de NBA ou pas loin. Et en vrai, et j'avais coupé là-dedans, mais en vrai le troisième à l'époque, c'était les Raptors. Mais j'avais volontairement supprimé les Raptors parce que, bah, je sais pas, ils rentraient pas dans la, ils rentraient pas comment dire, dans la narrative de l'article. Mais en vrai, les Raptors étaient déjà là à l'époque. C'était la première année du coach Darko. Donc, en vrai, on aurait pu s'en douter, mais c'est quand même ultra agréable. Et du coup, pour finir, est-ce que toi, tu penses que c'est une vraie équipe qui peut sortir de l'Est ou c'est le champion d'automne au GC Nice? C'est champion d'automne. Après, par contre, attention aux échanges qu'ils vont faire. Parce que tu remplaces Brandon Ingram et RJ Barrett par, je sais pas, j'ai pas un joueur là qui me vient en tête, mais tu remplaces ces joueurs-là par une star, Anthony une Davis. vraie star efficace, créatrice, avec des gros volumes et de l'efficacité. Ça peut être autre chose. Attention le délire. Donc, Attention ah le ouais, délire. je pense qu'ils sont pas loin. En fait, c'est pas qu'ils sont pas loin, c'est qu'ils sont très loin parce qu'en fait, quand t'es à une superstar d'être champion, bah t'es à une galaxie d'être champion, mais t'es plus qu'à une galaxie entre guillemets. Ouais. Donc, à voir comment ça peut tourner selon les joueurs qui peuvent être mis sur le marché plus ou moins pendant la saison. Donc, ouais, on... attention si Yanis arrive, voilà, par Oui, exemple. bon là c'est oui, oui, tout à fait. Ah bah oui, mais bon, en même temps, à quel point c'est irrationnel, je ne sais guère. C'est vrai, c'est vrai. Attention, est-ce que ouais bon bref, on va pas tous les faire, mais attention si Anis arrive, gardons ça pour finir. Et puis voilà, on a fait un Ah bah bon tour. voilà. Qu'est-ce que t'as à nous dire pour finir? Enfin, sur quoi on finit? On rend l'antenne comme ça, on dit merci. On rend l'antenne. Est-ce que tu veux que je montre Est-ce que tu veux que je montre un t-shirt, par exemple? Ou un sweat à capuche? Vas-y. Oui, Est-ce que pour les courageux de la fin. Ouais, pour les petits loustiques qui sont encore là, si j'arrive à me servir de mon ordinateur, je devrais pouvoir vous montrer une petite idée qu'on a eue. Attends. Et pour les petits kiffeurs de la fin, on avait quelque chose à vous. Pour les courageux qui sont jusque-là, Azad, qu'est-ce qu'on voit à l'écran là? Bah, c'est une petite idée, mais t'es dit pour les fêtes. Bon, on sait pas si ça pourrait arriver avant Noël, mais pourquoi pas faire un petit sweat à capuche Dreamcast Show pour vous tenir au chaud, et puis avec, bah, pourquoi pas un petit système pour mettre en avant la tactique, tout simplement. Donc voilà, on est un petit peu sur cette idée-là. Donc, bah, écoutez, si vous êtes encore là et que ça vous intéresse, faites-nous vos retours, et puis dans pas longtemps, peut-être une commande. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si c'est une bonne idée, si ça vous plaît. Et puis, on vous remercie de nous avoir vus ou écoutés. Et on vous dit à très très vite sur le Dreamcast Show. À très bientôt. Ciao.